Hello there. Hey, bonjour à tous, c'est Mers. Bienvenue à ce cours de sécurité informatique pour la 3e semaine. Nous avons quelques éléments de matière à voir ensemble pour ce cours à distance. Donc, je vais démarrer mon PowerPoint qui est disponible sur Léa. Donc, vous pouvez aller chercher le PowerPoint sur Léa. Donc, aujourd'hui, on va faire un cours sur les empreintes numériques. Donc, ce qu'on va voir pendant le cours, on va voir les 3 premiers éléments. C'est un cours qui va durer 2 semaines. Donc, pour la première semaine, on va voir les concepts d'empreintes numériques. On va voir aussi les algorithmes de hachage, voir ce que c'est le hachage. Et on va voir aussi le SEL, communément appelé le SALT en anglais. Donc, on va commencer avec le concept d'empreinte numérique. Le concept d'empreinte numérique, une empreinte numérique, c'est une signature unique. Chaque fichier informatique va correspondre à une signature unique. Si on utilise, par exemple, une fonction de hachage, le hashing va permettre de transformer une chaîne de caractères, ou ça peut être un fichier, complètement dans une espèce de chaîne de caractères qui va être unique à l'algorithme qui l'a transformé. Donc, ça permet de réduire l'espace de mémoire occupé par un fichier, mais ça permet quand même de reconnaître ce fichier-là. La cryptographie permet de garantir l'intégrité du fichier. Donc, si vous avez des données qui doivent être sécurisées, exemple, les mots de passe quand vous vous connectez sur un site web ou quelque chose comme ça, on ne doit pas envoyer en texte complet le mot de passe sur Internet parce que ça pourrait être intercepté et n'importe qui pourrait voir en texte directement quel est votre mot de passe. À ce moment-là, on va utiliser une fonction de hashing qui va nous permettre de transformer le mot de passe en un code différent, complètement différent, qui va arriver dans un résultat, puis c'est ce résultat-là qui va être enregistré. Ce résultat-là enregistré, normalement, on ne peut pas faire l'inverse, partir du nouveau résultat, qui est souvent en hexadécimal, puis retrouver le texte d'origine. Donc, c'est ça le gros avantage d'utiliser des empreintes numériques de ce type-là. On parle de fonction de hachage pour désigner le traitement d'un fichier, pour trouver son hash. Donc, par exemple, si vous avez un fichier, vous allez le passer dans un algorithme assez complexe qui va permettre de trouver une longueur de chaîne de caractères qui est en alphanumérique, qui va permettre de sécuriser, de faire en sorte que le résultat mathématique qui était assez complexe pour transformer ce texte-là, va donner un résultat unique. Donc, pour chaque chaîne de caractères qui est utilisée dans un hash bien spécifique, va donner un résultat qui correspond parfaitement à cette chaîne de caractères-là. Donc, on dit dans la 3e phrase sur le PowerPoint, le hash est irréversible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver la source à partir d'un hash. Donc, si quelqu'un a la malveillance d'aller chercher le résultat du hash en question, ça donne une chaîne de caractères absolument illisible. Donc, on ne peut pas trouver quelque chose à partir de cette chaîne de caractères-là, à moins d'avoir des algorithmes très sophistiqués en informatique. Mais l'avantage des hash, il y a plusieurs versions de hash qui ont été, à travers le temps, utilisées, fait en sorte que le résultat, on ne peut pas partir du résultat pour trouver ce qui était à l'origine. Donc, dans le cas d'un mot de passe, par exemple, normalement, si on voit une base de données avec le résultat du hash d'un mot de passe, on va voir une série de caractères qui ne veut rien dire à nos yeux. On ne peut pas faire l'inverse, partir de cette chaîne de caractères-là, puis trouver le mot de passe d'origine. Donc, on peut seulement, à partir du mot de passe d'origine, le passer dans l'algorithme du hachage, faire en sorte de trouver une chaîne de caractères comme résultat. Run. Mais l'inverse n'est pas vrai. On dit à moins d'utiliser, à cause de l'intelligence artificielle, des ordinateurs qui vont travailler très longtemps pour inverser le processus, tout dépendant du système de hachage qu'on utilise. On parle du principe de collision. 2 messages différents donnent le même hash. Ça peut causer un problème. Normalement, ça ne devrait pas arriver, mais il y a des petits risques que ça arrive selon ce qu'on va faire. Donc, les algorithmes de hachage,
On va regarder un petit peu ce que ça donne. Il y a plein de fonctions de hachage différents. OK, en vrac, on peut nommer les MD. Les MD étaient utilisés dans les années 90. Il y a plusieurs types de MD. Aujourd'hui, ils sont tranquillement disparus parce qu'on réussissait à les décrypter. Donc, ils n'étaient pas très, très sécuritaires. De nos jours, on utilise plus les SHA. SHA1 a été enterré pour de bon en 2018 parce qu'ils ont trouvé des failles de sécurité. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout le temps de nouveaux algorithmes qui arrivent pour permettre de faire du hachage. Présentement, on utilise beaucoup le SHA2 puis le SHA3 qui sont actuellement utilisés. Il existe différents types de SHA qui sont encore en cours de développement pour que d'ici quelques mois, quelques années, on puisse utiliser des algorithmes de hachage qui vont être encore plus sécurisés. On vous donne un exemple ici, OK, avec différents algorithmes de hachage. En entrée, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré, par exemple, ça a rapport avec le cours, le mot sécurité informatique. Donc, dans sécurité informatique, ici, je l'ai fait passer dans l'algorithme de hachage. Ça a donné le résultat suivant. Donc, vous voyez le paquet de chiffres et le paquet de lettres qui sont là. Ça, c'est le résultat du hachage du mot sécurité informatique. Donc, sécurité informatique, c'était mon mot de passe. C'est ce qui serait enregistré dans ma base de données ici. Donc, vous voyez que si on part du résultat du MD5, pour des yeux d'un être humain, ça semble complètement illisible. Mais à cause de l'algorithme de hachage, il y avait des failles de sécurité. On était capable de retrouver à l'origine que c'était sécurité informatique. J'ai fait la même chose avec le mot sécurité informatique, mais avec un algorithme de hachage de SHA1. Donc, la fonction qui va trouver le hachage en question a donné ce résultat-là, avec un peu plus de caractères. Donc, celui-là aussi est un petit peu dépassé. On va utiliser plus des SHA2. Il y en a différents. Celui qui est très utilisé présentement, c'est le SHA 256. Donc, si vous voyez, sécurité informatique a donné le résultat suivant en le passant dans la fonction de l'algorithme de SHA 256. Ça donne à peu près ça comme résultat. Je vais en profiter pour vous montrer, exemple, si vous entrez un mot de passe, vous le passez dans un algorithme de hachage. La plupart des langages de programmation permettent de faire du hachage. Donc, si vous programmez, par exemple, un site web en PHP, vous le programmez dans un autre langage, par exemple, sous Visual Studio, vous allez pouvoir utiliser des fonctions de hachage pour hacher, par exemple, des chaînes de caractères. On peut même hacher aussi complètement des fichiers. C'est ce qu'on va faire dans le laboratoire de cette semaine. Donc, si je regarde ici, je vais vous montrer un exemple d'une base de données qui a été faite par des étudiants en informatique qui nous permet de voir, par exemple, ici, la base de données. Je vais me connecter à la base de données. On va aller voir ici une de mes équipes qui a fait une base de données qui contenait les noms d'usagers et les mots de passe des utilisateurs. Donc, je vous montre ça en clair ici. Donc, si vous regardez la base de données, vous avez chacun des utilisateurs qui est là. Comme par hasard, il y a un nom d'utilisateur qui est MERS, puis il y a plusieurs noms d'utilisateurs qui ont fait des tests. Vous avez à la droite complètement, vous avez le mot de passe qui apparaît. Si vous regardez le mot de passe qui apparaît, il a été passé dans une fonction de hachage en SHA 256. Donc, ça donne le résultat que vous voyez à l'écran complètement à droite. Donc, si jamais quelqu'un qui est malveillant a accès à la base de données, un hacker, puis il réussit à trouver la liste des mots de passe, ce qu'il va trouver, c'est des mots de passe qui ressemblent à ça. Il peut probablement rien faire avec ça parce que ce n'est pas le mot de passe d'origine. Le mot de passe d'origine, lui, a été rentré, par exemple, moi, mon mot de passe, c'était MERS 92, si je ne me trompe pas. Donc, MERS 92, en la passant dans la fonction de hachage, est arrivé dans la base de données, a été enregistré, ça donne le résultat qui est là, B116EC98. Si je veux comparer les deux, quand je vais me reconnecter sur le site web, les sites web qui sont sécurisés ne vont pas comparer les mots de passe en clair. Ils vont utiliser le même algorithme de hachage. Ils vont réencrypter le mot de passe que je rentre dans le navigateur.
puis ils vont l'envoyer au serveur qui va comparer le résultat du hachage. Donc, si mon mot de passe est MERS92, le serveur web, lui, ne va pas comparer MERS92 est-tu égal à MERS92. Non, il va hacher le MERS92 qui va avoir été enregistré dans la base de données. Puis ensuite de ça, il va comparer les deux résultats du hachage pour voir si les deux résultats sont identiques. Si les deux sont identiques, on va conclure que le mot de passe est bon. Donc, on peut laisser rentrer la personne sur le site web. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a des hachages aussi qui se font avec des fichiers. Donc, si vous regardez ici, il y a plein de sites web qui expliquent le hachage, qui permettent de voir. J'ai trouvé ce site web-là qui faisait une petite animation pour nous montrer un fichier en entrée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une fonction de hachage sur ce fichier-là. Puis ça va donner une valeur de hachage en résultat. Donc, à moins que le fichier soit parfaitement identique, chaque fichier qui va utiliser une fonction de hachage va donner un résultat différent. Donc, même s'il existe en plus, il existe plusieurs types de hachage. Donc, même si on prend le plus connu qui est utilisé présentement, si c'est deux fichiers différents ou si c'est deux mots de passe différents, ça ne donnera pas le même hachage. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. Ensuite de ça, je reviens au PowerPoint. Quelques utilisations. Qu'est-ce qu'on va faire avec les fonctions de hachage? Par exemple, on va pouvoir comparer des mots de passe. C'est l'exemple que je viens de vous montrer. On va pouvoir vérifier des données qui ont été téléchargées. Donc, avant de télécharger les données, on va les passer dans une fonction de hachage pour voir le résultat. Une fois que les données ont été téléchargées, on va comparer si les deux fonctions de hachage sont identiques. Donc, s'ils sont identiques, ça veut dire que le fichier n'a pas été altéré. Donc, les deux fichiers sont identiques. On va pouvoir utiliser ça aussi pour les signatures électroniques ou des signatures numériques pour des documents. Donc, souvent, on a un document PDF. On va appliquer une signature électronique qui va être unique à une personne. Donc, on va pouvoir, encore une fois, en utilisant les fonctions de hachage, utiliser les signatures électroniques pour avoir une clé qui soit vraiment unique, pour qu'on soit capable de reconnaître vraiment si c'est cette personne-là qui a appliqué sa signature électronique. On va pouvoir utiliser aussi des tables de hachage utilisées en développement de logiciels. Donc, pour sécuriser certaines parties des logiciels, on va hacher des parties de logiciels. On va aussi utiliser pour le stockage de données. Donc, faire en sorte que les données soient sécurisées. Si quelqu'un a accès à vos données qui ont déjà été hachées, donc le résultat du hachage ne donnera pas grand-chose, à moins de connaître la donnée d'origine. Si la personne ne connaît pas la donnée d'origine, à ce moment-là, elle ne pourra pas faire grand-chose avec cette donnée-là. Pour comprendre les mathématiques qu'il y a derrière les différents algorithmes, c'est assez complexe. Donc, ce que j'ai fait dans le PowerPoint, je vous ai mis un lien vers un site web qui va vraiment vous expliquer toutes les mathématiques qui sont derrière les fonctions de hachage. Donc, si je m'en viens ici, si on regarde les fonctions de hachage, vous avez un site web qui va vous expliquer vraiment un peu plus chacune des fonctions de hachage, comment ça fonctionne. Donc, il y a des mathématiques assez complexes derrière les fonctions de hachage pour faire en sorte, justement, qu'on ne puisse pas faire l'inverse, partir d'une clé de hachage, le résultat, puis aller à l'inverse, chercher le message d'origine. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours des gens qui travaillent là-dessus. C'est des mathématiciens qui vont réussir à trouver des fonctions de hachage qui vont être vraiment difficiles à utiliser. Donc, on voit quelques résultats ici. Puis, c'est un site qui est bien fait pour essayer de comprendre. Mais dans le cadre de notre cours, je ne vais pas vous poser de questions complexes sur les fonctions de hachage. Il faudrait juste connaître les fonctions de hachage, savoir qu'elles existent, savoir que les langages de programmation qu'on utilise en informatique ont des fonctions qui nous permettent de faire du hachage. Donc, ça, c'est suffisant pour l'instant. Si on regarde aussi, vous avez des sites web, comme par exemple ce site web-là qui nous permet d'entrer une chaîne de caractères pour avoir le résultat du hachage. Par exemple, si j'écris ici « Sécurité informatique », qui est le titre du cours, si on veut savoir c'est quoi le cryptage, si j'utilise par exemple MD5, ça va donner quelque chose qui ressemble à ça. On a le résultat. Donc ça, c'est un site web qui nous permet de faire ça. Si on utilise par exemple SHA 256, on va voir le résultat. C'est ce que j'ai écrit dans les notes de cours, dans le PowerPoint. J'ai fait un petit exemple avec sécurité informatique pour voir les différents résultats. Donc, il y a plein de sites web qui nous permettent de faire ça
pour vérifier en ligne, par exemple, ce que donnerait un mot de passe comme fonction de hachage, etc. Donc, on ne peut pas faire l'inverse. À partir de ce résultat-là, essayer de trouver quel était à la base le texte à chiffrer, donc sécurité informatique. Mais à partir de sécurité informatique, on peut trouver, selon le type de hachage qu'on va utiliser ici, c'est quoi le résultat de la clé de hachage. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Vous avez des sites web aussi qui vous expliquent beaucoup. J'ai tiré quelques logos, quelque chose à l'intérieur de ces sites web-là qui nous permettent de comprendre un petit peu les fonctions de hachage. Je retourne à mon PowerPoint. La section 3. On va y aller avec la section 3 qui est le CEL. Les fonctions de hachage, c'est bien, mais ce n'est pas parfait. Donc, juste appliquer une fonction de hachage, par exemple, sur un mot de passe, dans les dernières années, on s'est aperçu que ce n'était peut-être pas suffisant pour avoir une sécurité à toute épreuve. Donc, même avec les fonctions qui sont de plus en plus complexes, il fallait avoir quelque chose un peu plus difficile pour limiter que, par exemple, 2 mots de passe identiques donnent absolument le même résultat de hachage. Parce qu'il y a souvent des gens qui utilisent les mêmes types de mots de passe. Donc, on a vu ça dans le cours précédent. Les mots de passe, c'est important. Plus le mot de passe est long, plus il va être sécurisé. Mais par contre, on ne peut pas empêcher des gens partout dans le monde, par exemple, de se connecter à un site connu, d'utiliser le même mot de passe. Parce qu'ils ont le même nom de chien, ils ont le même nom d'enfant, ils ont la même date de naissance, ils ont une phrase fétiche qui se ressemble. Ça peut arriver que des gens utilisent le même mot de passe. À ce moment-là, ça va donner, après le hachage, le même résultat. Donc, on a trouvé une solution à ça. Évidemment, ce n'est pas moi qui ai trouvé une solution à ça. C'est le concept du sel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un grain de sel dans l'engrenage de la fonction qui va faire en sorte que le résultat au bout du hachage ne sera pas le même. Par contre, ce grain de sel-là, il peut être soit aléatoire ou soit les programmeurs vont insérer eux-mêmes un petit grain de sel qui va être une espèce de mot ou de chaîne de caractères qui vont insérer au principe de hachage qui va donner un résultat différent. Donc, le même mot de passe pourrait donner, avec un grain de sel différent, un résultat différent au bout de la chaîne. Donc, un salage, c'est une méthode permettant de renforcer la sécurité des informations qui sont destinées à être hachées. Par exemple, un mot de passe. En y ajoutant une donnée supplémentaire afin d'empêcher que 2 informations identiques conduisent à la même empreinte. Le résultat d'une fonction de hachage. Donc, ce ne sera pas le même résultat au bout si on insère un grain de sel dans la fonction. Comment on va faire ça? On va nous mettre dans la peau, par exemple, c'est un exemple que j'ai trouvé sur Internet, vous avez le code en dessous. Mettons-nous dans la peau d'un méchant vilain pirate intergalactique et supposons avoir accès aux bases de données. On trouve les bases de données. La base de données que je vous ai montrée tout à l'heure, que mes étudiants avaient fait, mais mettons qu'on a accès à ça. On a réussi à pirater l'ordinateur, puis on a accès aux bases de données. Les gens ont une mémoire de poisson rouge. Donc, ils utilisent des mots de passe qui ne sont pas trop compliqués. Donc, les gens utilisent des mots de passe un peu bidons, comme je vous disais tantôt. Prenons les 100 mots de passe les plus utilisés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, password, 1, 2, 3, 4, 5, etc., QWERTY, baseball, dragon, football. Il y aura au moins une personne assez stupide dans les quelques milliers d'utilisateurs qui ont enregistré dans la base de données pour avoir utilisé un mot de passe. Donc, tous les gens qui ont utilisé, par exemple, football comme mot de passe, vont avoir comme résultat de hachage la même empreinte, le même résultat du hachage. Donc, on vous dit qu'il suffit alors de hacher tous les 100 mots de passe bidons en utilisant la fonction de hachage du site et de regarder si quelqu'un dans la base de données a un hash qui correspond à l'un des 100 hashes les plus utilisés. Donc, les 100 hashes qui ont été hackés, qu'on a consultés, si on a un genre de dictionnaire de données qui contient toutes les hashes, mettons, avec football, dragon, password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si on regarde le résultat du hachage, mettons, en SHA 256, on va pouvoir voir, ils correspondent les deux. On va être capable de deviner c'était quoi le mot de passe à l'origine. Donc, juste la fonction de hachage, ce n'était pas suffisant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va insérer un élément un petit peu comme le Joker faisait dans le film de Batman. On va insérer quelque chose qui n'est pas trop prévisible. Un petit chaîne de caractères qui va tout changer le résultat à la fin. Donc, même si 2 personnes ont utilisé le mot football, si le sel qu'on a utilisé dans la fonction n'est pas le même, ça ne donnera pas le même résultat, la même empreinte de hachage.
Donc, on ne pourra pas savoir avec le résultat final si le début, c'était quoi le mot de passe. On ne pourra pas revenir en arrière et trouver le mot de passe. Donc, si on regarde ici, la petite image que j'ai prise sur le site web, c'est que ici, on a une personne, on a une demoiselle qui s'appelle Cindy, OK? Puis elle a rentré son mot de passe. Son nom d'usager, c'est Cindy. Puis son mot de passe, c'est CIND123. Quelque chose de pas très compliqué. Beaucoup de Cindy pourraient avoir le même mot de passe, CIND123. Donc, après avoir utilisé la fonction de hachage, ça donne un résultat comme on voit dans l'écran. OK? Qui commence par 98 7B 72 0D. Donc, c'est envoyé sur le serveur. Le site web, le serveur du site web, lui, ce qu'il va faire, ce qu'il va enregistrer dans la base de données, c'est pas CIND 123. C'est bel et bien là, le résultat de la fonction de hachage qui est 98 7B 72 0D, etc. OK? Quand Cindy va revenir sur le site web, elle va rentrer son nom d'usager et son mot de passe. Ce qu'elle va faire, c'est que le site web, lui, va hacher son mot de passe CIND123 et ça va être envoyé sur le serveur. Le serveur, lui, va regarder si dans sa base de données, pour Cindy, il y a l'empreinte du hachage qui est identique. Donc, il va regarder s'il trouve dans sa base de données le 977B72, je me suis trompé, 987B72 etc. Il va comparer les deux résultats de hachage pour voir s'ils sont identiques. Puis comme ça, elle va pouvoir rentrer dans la base de données. Donc, le site web va lui permettre de continuer à voir les pages qu'elle a de besoin. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Pour revenir au concept de sel, on dit dans ce petit texte-là, on va mettre un petit peu de sel dans votre hachis. Bon, ce qu'on va faire, c'est que c'est ici qu'intervient le sel. Il s'agit d'une donnée en plus que l'on ajoute pour éviter les attaques comme celles que l'on vient de voir. Le sel est une chaîne de caractères aléatoire, donc différente pour chaque utilisateur, que l'on concatène avec le mot de passe avant de le hacher. Donc, on va ajouter le grain de sel, qui est une chaîne de caractères, au mot de passe, puis on va le rajouter après par la suite. Puis après ça, on va faire la fonction de hachage. Donc, ça va donner un résultat différent. Donc, même si deux personnes ont exactement le même mot de passe, s'il n'est pas collé avec un sel qui est identique, ça ne va pas donner le même résultat au bout. Donc, on dit pour s'identifier, l'utilisateur rentre son mot de passe comme d'habitude. Le sel est récupéré et on doit faire un test de hash comme d'habitude. Aucun changement du côté utilisateur n'est donc déploré. Donc, quand vous vous connectez, par exemple, sur votre compte Instagram avec votre mot de passe, vous rentrez votre mot de passe comme d'habitude. Par contre, vous ne savez pas qu'il y a un sel qui est inséré à votre mot de passe, puis ensuite de ça, qui est haché, puis qui est envoyé au serveur pour comparer si c'est le bon mot de passe. Donc, c'est quelque chose qui est transparent, qu'on ne voit pas aller. Ce qui change pour notre pirate galactique, avant, il fallait tout simplement calculer 100 hash au total pour voir les mots de passe. Maintenant, étant donné que chaque utilisateur a un sel différent, il faut calculer 100 hash pour chaque utilisateur, ce qui est bien plus coûteux. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour notre petit arnaqueur intergalactique. Donc, en pratique, notre pirate préfère utiliser une table arc-en-ciel qui ne contient pas 100, mais des milliers de mots de passe. Donc, c'est beaucoup plus complexe de réussir à faire l'inverse, puis à réussir à trouver un mot de passe. Donc, si on retourne ici, dans les exemples que j'ai sur Internet, on a un exemple ici. Non, ça, c'est les fonctions de hachage. On a un exemple ici qu'on peut utiliser ici, un générateur de hash. On peut rentrer, par exemple, notre mot de passe, qui ici, mettons, serait sécurité informatique, comme l'exemple que j'ai fait depuis le début. Sécurité informatique. Si on regarde, par exemple, ici, on ne met pas de sel. On va juste utiliser, par exemple, là, un SHA 256 comme ici. Mettons, on va regarder le résultat. Ça donne ça comme résultat. OK? Par contre, si on insère un sel, mettons, je vais écrire, par exemple, salut comme sel. Salut. Regardez le résultat, il va être différent. Donc, regardez la partie de droite, ça commence par 68B023. Si je clique sur produire, ça va donner un résultat différent.
pour sécurité informatique. Si je garde le même mot de base, sécurité informatique, au lieu de mettre salut, j'écris bonjour comme celle. Bonjour. Regardez bien le résultat. Au lieu de commencer par 5BA2A, ça commence par C27F9. Donc, ça donne une empreinte complètement différente. Pourtant, c'est le même nom qui est à l'origine, sécurité informatique. En mettant un cell différent qui s'appelle bonjour dans ce cas-là, ben, ça va donner un résultat complètement différent. Donc, si vous avez compris le principe, le fait d'ajouter un petit grain de sel, qui est une chaîne de caractères, va complètement changer le résultat de l'empreinte au bout de la ligne. Donc, ce qui va être enregistré dans la base de données, ça va être quelque chose de complètement différent. Donc, le pirate informatique qui va trouver ça, s'il ne connaît pas le cell qui a été inséré dans le hachage, il ne sera pas capable de revenir à l'arrière pour trouver le mot de passe original. Ça prend donc des dictionnaires de mots de passe qui ont été hachés, qui sont beaucoup plus complexes. Donc, ça augmente beaucoup la sécurité quand on utilise les mots de passe. Je reviens au PowerPoint. Donc, on voit ici, on a mis un lien en référence. Donc, ce qu'on va vous demander de faire dans le laboratoire 2, on va vous l'expliquer. Je vais vous montrer un exemple de ce que vous allez avoir à faire dans le laboratoire 2. A few moments later. Pour ce qui est du laboratoire qu'on vous demande de faire cette semaine, le laboratoire, ben, c'est pas un TP. Donc, c'est un exercice qu'on vous demande de réaliser pour mieux comprendre les fonctions de hachage et comment ça fonctionne. Donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est sur Internet, il existe plein d'exemples de code pour trouver le hash d'un fichier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous fournir 3 fichiers. OK? Donc, on va vous demander de trouver un algorithme dans le langage de votre choix. Trouver un exemple. Par exemple, je vais vous montrer un exemple avec Python, mais c'est possible de le faire en HTML5, c'est possible de le faire en JavaScript, c'est possible de le faire dans un paquet d'autres langages. Donc, vous pouvez prendre un fichier, le hacher selon la méthode qu'on va vous demander, puis ensuite de ça, trouver l'empreinte du hachage correspondante. Dans un fichier texte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner le résultat d'un hachage. OK? Donc, l'empreinte que ça va avoir donné comme résultat. On va le fournir aussi, ce fichier-là, avec l'énoncé. C'est un fichier texte. On va vous demander de trouver lequel des 3 fichiers a donné comme résultat cette empreinte de hachage-là. Donc, on va vous demander de comparer le hash de chaque fichier à celui contenu dans le fichier hash.txt, fourni avec l'énoncé. Puis, trouver quel fichier est le bon, l'original. On vous demande d'utiliser comme fonction de hashing le SHA 256. Donc, on vous le donne, le type de fonction à utiliser, c'est le SHA 256. Donc, si je regarde dans mon dossier ici, dans la semaine 3, dans le laboratoire 2, regardez ici, j'ai 3 fichiers. Donc, j'ai César CIPHERV1, César CIPHERV2 et j'ai César CIEHPRV3. ERV3, pardon. Vous avez aussi un fichier texte. Donc, si je vais voir, par exemple, mon fichier texte, c'est le hash.txt. Regardez à l'intérieur, vous avez le résultat, l'empreinte, qui a été fait avec un SHA 256 sur un fichier. Donc, ça donne ce résultat-là. Donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'utiliser un petit programme avec le langage de votre choix. Il y en a un paquet sur Internet. Vous faites une recherche sur Internet ou sur YouTube, vous allez trouver des algorithmes, vous allez trouver aussi le code qui permet de changer un fichier selon le mode de hachage que vous avez choisi. Donc, on va vous demander de trouver un petit bout de programme qui va vous permettre de trouver le hachage en SHA 256 du premier fichier, du deuxième fichier et du troisième fichier. Après ça, vous allez comparer le résultat avec ce qu'il y a dans le fichier texte. Puis on vous demande, si mettons je le faisais au hasard, j'aurais une chance sur 3 de le trouver, mais de trouver lequel des 3 fichiers donne comme résultat cette empreinte de hachage-là. Donc, c'est assez simple. Trouvez un langage avec lequel vous êtes à l'aise ou pas. Moi, je le fais, par exemple, avec Python, parce qu'on m'a montré comment le faire avec Python. Puis, il y a des endroits sur Internet où on vous donne vraiment là, le code qui permet de le faire avec Python. Vous allez pouvoir utiliser le code de Python pour trouver l'empreinte avec le premier fichier. Là, vous allez regarder si c'est identique. Le deuxième fichier, vous allez regarder si c'est identique.
Le troisième fichier, vous allez regarder si c'est identique. Celui des 3 fichiers qui va avoir une empreinte identique, ben, vous avez trouvé la réponse au laboratoire. C'est celui-là qu'on veut trouver. Donc, je vous montre un exemple rapidement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé quelque chose que j'avais déjà dans mon ordinateur. J'avais Visual Code Studio. Donc, j'utilise tout simplement Visual Code Studio. J'ai été chercher le code qui est en Python. Ensuite de ça, ben, dans mon Visual Code Studio, je n'avais pas le programme Python, l'exécutable. Donc, j'ai été sur Internet chercher l'exécutable de Python. On peut le faire souvent à partir de Visual Code Studio. Quand il va voir que c'est un fichier en Python, il va nous demander si on va aller le chercher. Ensuite de ça, tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai installé. Dans l'installation, ceux qui veulent le faire en Python, la chose la plus complexe, c'est après avoir installé Python, c'était de relier mon Visual Code Studio avec mon exécutable de Python. Donc, j'avais un petit bouton ici où je cliquais en bas à gauche qui me permettait de relier mon Visual Code Studio avec l'exécutable de Python. J'ai eu de la misère à trouver mon exécutable de Python. Je l'ai finalement trouvé en faisant des recherches sur mon disque dur. Ceux qui veulent le prendre en note, vous pèserez sur pause. Ou peut-être que vous, ça ne sera pas au même endroit. Ça dépend de votre version de Windows puis de la version de Python que vous allez avoir été chercher. Pour Windows, dans mon cas, c'est pour Windows. Si quelqu'un le fait sous Linux, bien, ça va peut-être être une autre version. Ça va être assurément un autre endroit. Moi, dans mon cas, j'ai fait une recherche. J'ai trouvé que mon exécutable de Python était à cet endroit-là. Donc, mon python.exe était à cet endroit-là. Et puis, ensuite de ça, en cliquant dans mon Visual Code Studio, j'ai réussi à relier l'exécutable de Python avec mon code qui est là. Ensuite de ça, tout ce que j'ai fait, c'est que dans mon code de Python, j'ai tout simplement ici écrit le premier fichier. Ensuite de ça, j'ai exécuté, une fois que tout ça était bien fait, j'ai exécuté. Après l'exécution, ça me donne le résultat ici de ma fonction de hachage. Nom de Dieu! Qui a été fait avec un SHA 256. Donc, ça me donne ce résultat-là. J'ai pris cette chaîne de caractères-là, mon empreinte, je l'ai comparé avec ce qu'il y avait dans le fichier texte. Même chose avec le fichier 2. Je fais la même chose, j'exécute. Ça va me donner une empreinte qui va être différente. Même chose avec le fichier 3, qui est dans le même répertoire. J'exécute. Ça me donne une empreinte de hachage qui est différent. Donc, j'ai 3 empreintes différentes. Je les ai comparées avec ce qu'il y avait dans le fichier texte et j'ai trouvé lequel des 3 fichiers était finalement la bonne. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire. Je vous répète qu'on ne vous oblige pas à utiliser un langage en particulier. La partie principale, je pense, du laboratoire, ça va être de faire vos propres recherches sur Internet pour trouver un bout de code qui vous permettrait de encrypter avec un hachage de SHA 256. Certaines personnes en ont trouvé en JavaScript. À ce moment-là, ça ne vous prend pas d'exécutable. Certaines personnes peuvent le faire aussi avec Visual Studio de Microsoft, qui permet d'utiliser des fonctions d'encryption. Donc, le SHA 256 fait partie de ce que vous avez dans Visual Studio. Si vous êtes à l'aise avec Visual Studio, vous pouvez faire un petit programme, peut-être chercher sur Internet pour vous aider pour démarrer le programme, pour encrypter un fichier avec SHA 256. Ensuite de ça, par exemple, l'exemple que je viens de vous montrer, c'est avec Python. Donc, si vous êtes à l'aise avec Python, vous pouvez le faire avec Python. Si vous n'êtes pas à l'aise avec Python, bien, vous pouvez demander de l'aide, je peux vous aider. C'est vraiment pas difficile. Puis, il y a du code qui est disponible sur Internet qui permet de faire ça. À la fin, complètement, bon, j'aurais peut-être voulu vous le dire au début, mais il y a des sites web qui permettent d'encrypter des fichiers selon le format désiré. Donc, je ne vous demande pas de faire ça avec un site web, c'est trop facile. Comme par exemple, je regarde ce site web-là, je peux entrer une chaîne de caractères puis utiliser un décryptage. Comme dans l'exemple précédent, sécurité informatique. On a vu sur un autre site qu'il y a plein de sites en passant, j'en ai trouvé des dizaines, qui permettaient de faire la fonction de hachage. Donc, par exemple, ici, non, ça c'est la clé de hachage, c'est l'empreinte. On peut le faire avec un salt, avec un cell. On peut le faire avec 2 cells. On peut le faire avec 2 cells différents ici. On peut le faire calcul de hachage ici. On peut le faire avec un message, comme par exemple un mot de passe, comme j'allais le faire avec sécurité informatique. Ou on peut le faire tout simplement à partir d'un fichier. Donc, à partir d'un fichier, par exemple, je peux choisir mon fichier ici.
aller choisir, par exemple, mon fichier numéro 2. Si je clique sur Ouvrir, comme ça, hacher un fichier. Puis ensuite de ça, je clique sur Chiffrer. Je choisis SHA 256, 64 caractères hexadécimaux. Je clique sur Chiffrer. Regardez le résultat. On va regarder si le résultat est le même. Non, je ne vous le dirai pas, sinon ça serait la réponse au laboratoire. All right, all right, all right. Mais je vais quand même vous montrer le résultat qui est ici à gauche, qui est 0D41, DLB3, etc. Donc, je pourrais le copier-coller puis aller comparer avec ce que j'ai dans mon fichier texte. Donc, je pourrais aller voir ce que j'ai dans mon fichier texte. Si c'est exactement la même chose, j'aurais trouvé la réponse au laboratoire numéro 2. Mais on ne vous demande pas de le faire avec un site web qui est déjà programmé pour vous autres. Par contre, si on regarde ce site web-là, on peut aller voir le code source de la page. La plupart des sites qui font ça, c'est avec du HTML5. Donc, le code est un peu plus long. Avec un code Python, comme je vous ai montré tout à l'heure, on est capable de le faire, regardez, en à peu près là, 14 lignes de code. Donc, en 14 lignes de code, on est capable de chiffrer un fichier. Donc, c'est à vous autres de voir ce que vous allez faire. Si jamais vous avez des questions, je vais être disponible sur Teams pendant les heures de laboratoire. Ou sinon, je vais être disponible aussi si vous avez des messages par Mio. Je peux essayer de répondre à vos questions. Ou sinon, essayez de me donner rendez-vous sur Teams. On pourra partager nos écrans et essayer de s'assurer que vous êtes capable de faire le laboratoire. Sinon, on se voit en présentiel à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça devrait être des cours en présentiel. Donc, j'espère que cette vidéo-là va vous avoir aidé à comprendre les principes de hachage, etc. et tout ce qu'on a vu dans le cours. Donc, merci pour votre attention et on se voit la semaine prochaine. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.